Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la grande halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors vous êtes sur Power Boost et on va bien sûr parler de la hausse du prix des matériels des agroéquipements. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Fernandez. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Paul. Directeur général Argo France, vous vendez des tracteurs et vous vendez aussi des matériels. Et surtout des tracteurs. Et surtout des tracteurs McCormick et Landini. Et on aura l'occasion d'en parler. Juste en face de moi, Christian Dussault, bonjour, PDG de Dussault Distribution. Vous vendez quoi, vous? Nous vendons du matériel d'automatisme dans l'élevage pour les opérations de paillage et de distribution des aliments. Bon, et vous êtes localisé où? Nous sommes dans le sud-ouest. Bon, comme ça s'entend d'ailleurs. Et juste à vos côtés, Gérard Denibert, directeur commercial de Kubota France. Bonjour Jean-Paul. Moi, j'ai pas envie de vous dire que tout va bien parce qu'effectivement, les agriculteurs veulent acheter des tracteurs. Tout déjà, ils peuvent pas les acheter pour la bonne raison, c'est qu'ils ont du mal à pouvoir se les faire livrer aujourd'hui. Il faut compter combien en termes de délai de livraison en tracteur? Alors aujourd'hui, nous travaillons sur des délais qui évoluent entre 4 et 6 mois en fonction du modèle, en fonction de là où il est fabriqué et donc du temps d'acheminement sur le marché de consommation. Côté Argo? Je dirais plus précisément, Jean-Paul, que la demande en fait a évolué, nous a fait évoluer sur la partie logistique et production. Nous, on a 6 usines de production en Italie. Les usines en tracteurs spécialisés aujourd'hui ne pâtissent pas de la problématique de production. On est un petit peu plus embêté aujourd'hui sur les tracteurs standards. Tracteurs standards, on est passé de 3 mois à 5 mois. Voilà, c'est notre réalité, mais ça peut redevenir, on peut revenir à la normale aussi. Hein. Et si je fais du foie gras dans le sud-ouest, que j'ai envie d'acheter justement de l'équipement pour l'alimentation, il faut que j'attende combien? Pour la production de foie gras, aujourd'hui, ce n'est pas forcément une problématique, hein, compte tenu des problèmes qu'il y a dans cette production aujourd'hui. En moyenne, nous sommes plutôt dans des délais de 2 à 3 mois. Par contre, sur tout le reste du matériel que nous sommes en train de développer, le matériel de paillage, hein, pour des questions d'approvisionnement de composants, qui sont des composants aujourd'hui manufacturés. Là, on peut avoir des délais de 5 à 6 mois. Bon, il n'y a pas beaucoup d'électronique quand même. Il n'y a pas que les composants électroniques qui manquent, mais quand on a des robots dotés d'intelligence artificielle, il y a quand même un peu d'électronique. Bon, alors comment expliquer ces délais côté tracteur? Différentes raisons. Le Covid est tout de même passé par là, même si parfois il a bon dos. Mais c'est la première raison qui fait que les industriels, dans notre métier, ont changé les paramètres dans les unités de production. Le premier réflexe a été de réduire la capacité de production pour limiter les stocks de matériel dans le monde. Donc ça a eu cet effet. Ensuite, les marchés sont repartis beaucoup plus vite qu'aucun d'entre nous ne l'avait prévu, très clairement. Et sur les entreprises mondialisées, c'est d'abord reparti en Asie, ensuite aux États-Unis et ensuite en Europe. Et dans un groupe comme le nôtre qui est mondialisé, évidemment, on a suivi très vite en Asie, qui est notre marché local, on peut le dire comme ça, avec le Japon et puis tout ce qu'il y a autour. Ensuite les États-Unis et puis l'Europe. Mais l'Europe, en termes de volume, évidemment, pèse beaucoup moins lourd que l'Asie, les États-Unis. Et une difficulté à nous approvisionner qui fait que les délais s'allongent de fait. Sauf pour une série de machines que nous produisons en France. La série des M7, elle est produite près de Dunkerque. Et là, nous savons à la porte d'entrée, lorsque la commande rentre, quel est le délai prévisionnel de cette machine. Et aujourd'hui, sur cette série, on est aux alentours de 4 mois. Et sur les autres séries, on est plutôt effectivement à 6 mois, puisque les machines sont fabriquées au Japon. Et c'est 98% du volume qui est fabriqué au Japon. Gérard, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que quelque part, on se rend compte aussi que l'Europe, aujourd'hui, ça pèse pas lourd peut-être par rapport aux autres continents. C'est vrai. Dans notre groupe, l'Europe, c'est 14% du chiffre d'affaires de Kubota. 50% du chiffre d'affaires se fait en Asie, dont 30% sur le marché domestique, le Japon. Les États-Unis, c'est 20%. Et puis l'Europe, 14%. Et le reste du monde, ce qui reste. Kubota est présent dans 135 pays. Donc c'est très très vaste comme terrain de jeu. Alors pour Kubota, je comprends, mais en Italie, il n'y a pas de problème. Vous êtes juste à côté, de l'autre côté de la frontière des Alpes. Alors, on n'a pas eu d'impact aussi important, je dirais, que mon confrère et collègue de chez Kubota, dans le sens où nos outils de production sont en Italie.
Malgré tout, je dirais que toute la profession et les agriculteurs en premier ont commandé énormément de matériel. Donc la demande étant supérieure à l'offre, ça a créé un nœud d'étranglement dans la gestion de la production. Et tous les sous-traitants n'ont pas augmenté la capacité de production pour pouvoir répondre à cette demande. Donc à titre d'exemple, si je commande une année d'avance de composants, alors que normalement je commande 3 mois d'avance, automatiquement ça va créer une demande très importante au niveau mondial. Et les sous-traitants aujourd'hui ne souhaitent pas augmenter leur capacité de production parce qu'ils se disent après ça va revenir à la normale, donc j'ai aucun intérêt à augmenter cette capacité de production. Donc c'est pour ça que les délais aujourd'hui sont un peu plus tendus. Mais encore une fois, on n'a pas cette problématique d'avoir un outil de production, je dirais, en Asie. Mais malgré tout, nous sommes dépendants de toute la filière des composants en Asie. Alors justement, on va en parler des composants. Et là, je parle au-delà de vos marques. Mais d'après ce qu'on a étudié, il y a 4 composants. Alors, il y a les fameux composants électroniques dont tout le monde parle en disant attention, c'est les téléphones Apple qui ont pris toute l'électronique, les puces, etc. Donc, on en manque dans les tracteurs, à valider. Ensuite, on dit on a manqué de sièges. Les sièges, on n'était pas capable de prévoir, d'anticiper le fait de faire des sièges. C'est pas super technologique. On manque de pneus. Et puis, on manque de différentes parties, notamment métalliques, en lien avec le tracteur. Vous confirmez que c'est ça, les problématiques ? Oui, le premier problème, c'est le métal disponible dans le monde. Et Dieu sait si sur les machines agricoles, il y a beaucoup de parties métalliques qu'on peut évaluer en moyenne à 70-75% de part d'un tracteur agricole en métal. Ensuite, il y a tout ce qui est accessoire. Et Jean-Luc l'a parfaitement décrit. C'est la capacité de production des sous-traitants qui, eux, ne sont pas forcément dans une logique de coller parfaitement au marché, c'est-à-dire de faire des investissements pour produire plus, pour répondre à un pic que l'on estime peut-être à 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sans doute pas forcément au-delà. À un moment de temps, le marché redeviendra sans doute à un niveau comme nous le connaissions. Nous sommes sur des marchés où le niveau d'équipement est plutôt élevé. On n'est pas en phase d'équipement. On est plutôt sur des marchés de renouvellement. Et de fait, il y a une certaine stabilité. Donc ça génère effectivement ce manque de sièges, ce manque de roues, ce manque d'attelage. Enfin bref, tout ce qui vient autour de la cellule d'un tracteur. Et nous devons composer avec ça. Nous devons anticiper au maximum. C'est ce qu'on s'emploie à faire pour réduire le délai et ne pas bloquer nos propres chaînes de montage. Mais il faut composer avec ça. Alors c'est vrai qu'on parle de souveraineté alimentaire, mais quelque part on tient quoi? Une semaine en termes de souveraineté? Les agriculteurs, ils peuvent produire, mais s'ils ont des tracteurs, et s'il nous manque des sièges et qu'on ne peut pas avoir les tracteurs, on ne va pas durer longtemps. Est-ce qu'on a pris conscience quelque part qu'il fallait reproduire peut-être, être moins dépendant des équipementiers ou leur demander plus de stock? Le just-in-time a-t-il fini son temps? Alors ça c'est un sujet très intéressant. On pousse, nous, constructeurs, vis-à-vis des réseaux de distribution, à avoir une gestion de stock qui ne soit pas une gestion de stock qui corresponde à une gestion liée aux constructeurs. Ça c'est clair. Il n'empêche aujourd'hui que la gestion du réseau, elle se fait avec différents profils de concessionnaires et on ne peut pas non plus passer à côté du soutien qu'on peut avoir vis-à-vis du réseau sur la gestion du stock. Donc le just-in-time n'est pas fini, il va se rétablir. Malgré tout, on doit apprendre, je dirais, de nos crises, on doit apprendre de notre passé et de moduler effectivement notre gestion de réseau en fonction de ça. Et peut-être, et en tout cas c'est ce sur quoi aujourd'hui je m'attarde, c'est de regarder en région comment on peut effectivement gérer mieux la gestion des stocks et trouver des palliatifs effectivement à ces problématiques qui peuvent dans le futur devenir peut-être beaucoup plus fréquentes. Christian, tu es le leader mondial dans tout ce qui est pour aliments, notamment pour la filière foie gras. Est-ce que c'est vrai dans tous les pays avec cette vision mondiale? Est-ce que tu retrouves ça partout? Alors, bon, c'est un leader mondial d'un tout petit marché. Et dans ce marché mondial, la France représente 80%. Donc, on n'a pas du tout... cette vision extérieure n'est pas du tout comparable à mes collègues. Donc, moi, je suis le petit nain de l'équipe. Par contre, par effet collatéral, quand des structures comme Toyota, Kubota et comme McCormick sont en train de faire 1 an d'avance de commande, c'est sûr que les composants, quand nous avons des composants communs, ça pose une vraie problématique. Et nous aimerions, nous,
parce que nous n'avons pas forcément les moyens dans nos entreprises, qu'eux prennent des dispositions pour l'avenir, pour stocker un peu, puisque nous, ça va être une vraie problématique quand même d'approvisionnement. Les grands constructeurs pourront le gérer peut-être plus facilement. Mais pour l'ensemble des équipementiers en machines agricoles, on va dire les machines qui sont derrière les tracteurs, ça peut être compliqué. Alors, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que là, effectivement, vous avez vos carnets de commandes qui sont pleins pour plusieurs mois, mais vous savez qu'un jour ou l'autre, il y a un atterrissage. Et en 2008, on l'a connu, on l'a vu tout le temps. À un moment donné, il y a un atterrissage. Est-ce que vous le prévoyez, cet atterrissage? Et puis, ça va être super compliqué pour vous avec les concessionnaires, parce que les concessionnaires, ils rachètent des tracteurs à un prix X. Là, aujourd'hui, vous allez leur livrer peut-être les nouveaux tracteurs dans 6 mois. Il doit y avoir la discussion dans l'air, non? Sur les prix de rachat. Très clairement, il faut anticiper. Je te laisse répondre d'abord. Il faut anticiper et assumer la situation. Nous sommes dans une filière où pour moi, il n'y a pas le fabricant contre le distributeur. Il y a une filière qui amène à un consommateur final un produit et un service dont il a besoin pour produire. Il ne faut pas oublier que dans le coût de production agricole, le premier poste, c'est le machinisme. Donc nous sommes importants dans cette approche. Et nous devons, je crois, ça nous met en responsabilité de réfléchir avec le consommateur final pour contenir le prix de production agricole, voire même travailler avec lui à le réduire si nécessaire. Donc, il faut vraiment tenir compte de tous ces éléments. Il ne s'agit pas de la vente d'un tracteur livré plus tardivement. Il y a la volonté, en tout cas en ce qui nous concerne, de réfléchir à la solution au machinisme pour une production donnée et d'amener une solution globale dont le porteur n'est qu'un élément, pour ne pas dire tracteur presque exprès. Un tracteur seul, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Peu de choses, se promener. Oui, c'est vrai qu'il faut tout ce qu'il y a autour. Et pour l'atterrissage, Jean-Luc, vous le prévoyez ou vous attendez là, en disant tant que les agriculteurs ont du blé à 250 € la tonne, tout va bien? C'est pas évident à répondre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la capacité aujourd'hui de notre réseau, la capacité financière aussi des agriculteurs doit prendre en compte les hausses de tarifs. Et même si aujourd'hui on a une hausse de certains coûts de matières premières qui s'effectue, il ne faut pas oublier qu'autour de l'agriculteur vit énormément de gens. Donc si le revenu de l'agriculteur augmente, automatiquement ce revenu va être ponctionné par tous ces gens qui vivent autour. Donc je dirais la balle va être remise au centre. Et nous, fournisseurs de matériel agricole, en l'occurrence pour moi tracteur, ce n'est pas une réponse aujourd'hui que je peux donner à mon réseau de distribution ni à mes agriculteurs via la hausse de tarifs. Donc on réfléchit aujourd'hui réellement à la manière à laquelle on est capable de pouvoir soutenir nos clients et notre réseau dans ces changements. Et je dois dire qu'aujourd'hui on navigue un petit peu à vue, même si on essaie dans cet atterrissage d'anticiper les choses. Mais pour l'instant, je n'ai pas de certitude. J'ai 2 points importants à vous dire. Un des 2 points, et ça sera le dernier, c'est une nouveauté, on va être les premiers à l'annoncer et il ne faut pas oublier d'en parler, et j'espère bien que tu vas en parler, Jean-Luc, parce que j'ai vu ça dans la presse. Merci. Mais l'autre, on va parler de la douloureuse, c'est-à-dire l'augmentation des prix, puisque c'est quand même le thème de cette émission. Bon, mais les constructeurs, vous augmentez 5-10% tous les ans, j'ai jamais vu que vous diminuez. Globalement, ça veut dire quoi? L'alimentation va être plus chère, d'ailleurs, le consommateur va pouvoir payer. Est-ce qu'on va être compétitif à l'échelon international si les coûts de production continuent à augmenter? On va attaquer par Christian, qui se dit je ne vais pas y répondre. Non. Nous, on va y répondre, mais peut-être pas de la façon dont vous l'attendez. Étant essentiellement dans le matériel d'élevage, il y a d'un côté peut-être l'augmentation du prix du matériel, mais il y a aussi toutes ces nouvelles exigences du consommateur par rapport au bien-être animal. À un moment donné, il faudra bien que le consommateur, il ne peut pas être que demandeur, il faudra bien un jour ou l'autre que le consommateur, notamment en France, accepte de payer un peu plus quand il demande un peu plus. L'agriculteur a une limite économique qui n'est pas extensible à outrance dans ces délais. Donc nous, on n'est pas forcément dans cette problématique de matériel. Elle impacte énormément le revenu des agriculteurs, puisque nos agriculteurs, en général, quand ils font de l'élevage, ils utilisent quand même aussi des tracteurs dans leur mission. Mais c'est une double problématique pour eux. C'est-à-dire, d'un côté, on a le machinisme qui augmente, le machinisme agricole, mais d'un autre côté, il y a les exigences du consommateur qui sont, notamment en termes dans la production animale, donc qui sont de plus en plus, on va dire, compliquées.
et génératrice de coûts supplémentaires. Donc voilà, moi c'est la réponse que j'ai. C'est pas une réponse unique matérielle. Donc c'est le consommateur globale qui doit payer, globalement. Au bout d'un moment, l'agriculteur, je ne sais pas, à moins qu'il faudra voir si les imprimantes HP peuvent imprimer des billets de 50 €. Mais On ne sait pas faire. Il y aura une limite quand même. Jean-Luc. J'ai pas de réponse en fait à te donner, Jean-Paul, sur ce point-là. J'estime aujourd'hui qu'on doit peut-être ensemble, fournisseurs et agriculteurs, freiner un petit peu cette frénésie actuelle. Et alors, c'est pas un discours contestataire, hein, loin de là. C'est juste se dire aujourd'hui ce qui se passe n'est pas normal. Mais tu as raison, parce que c'est vrai dans tous les secteurs, le prix du gaz qui augmente, les engrais qui ont doublé en un an. Enfin, le prix de la tonne d'engrais a doublé en un an. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est vrai que ça va, à un moment donné, on va aller droit dans le mur. Il va falloir quand même réfléchir globalement à cet état un peu d'ébriété là sur les prix. Et côté Kubota? Pour moi, la notion de prix est évidemment très relative et restrictive. C'est plus la solution machinisme qui doit être adaptée aux besoins. Évidemment que nous vivons dans un monde où nous subissons là une inflation très forte parce que nous devons absorber des coûts du métal, qui est le premier, des plastiques, des semi-conducteurs. Dans notre cas, qui sommes une entreprise mondialisée, avec un lieu de production qui est au Japon, on doit en plus composer aussi avec des coûts d'augmentation du transport international. Bon, tous ces éléments additionnés font qu'effectivement, nous sommes condamnés à court terme à augmenter les prix de nos machines dans une fourchette qui est aux alentours de 8-10% sur 12 mois. C'est à peu près ce qui se passe. Mais ceux qui n'ont pas ces contraintes ont aussi ce type d'augmentation. Donc, c'est à peu près la réalité. Maintenant, faisons 2 pas en arrière. Et quelle est l'attente du producteur, de l'agriculteur, de l'éleveur? C'est d'avoir la bonne solution machinisme pour produire au juste prix. Et derrière, un consommateur qui, aujourd'hui, est très informé et sait quel prix il est prêt à mettre pour consommer un produit de qualité. Donc, tout ça remet un peu à plat le débat et on voit des modèles agricoles qui changent. On voit le modèle agricole industriel qui cherche à des économies d'échelle par le volume, qui cherche à trouver le point d'équilibre. Et puis on voit d'autres formes de production avec des consommations beaucoup plus proches du lieu de production, avec des ventes directes. Donc il faut bien intégrer tous ces changements, être acteur, plutôt proactif dans ces changements et porteur de solutions que de le subir. Donc l'augmentation du prix, ben oui, c'est un débat, oui, c'est une réalité, mais finalement, elle s'intègre dans un schéma d'évolution globale du monde agricole, comme du monde industriel, comme des différents mondes dans lesquels nous sommes. Pour finir, vous êtes dans les robots, parlez-nous, vraiment une phrase, votre approche du robot d'alimentation aujourd'hui. Nous pensons que dans beaucoup d'exploitations agricoles de taille moyenne aujourd'hui, le problème récurrent va devenir vraiment la main-d'œuvre disponible, puisque dans les nouvelles générations d'agriculteurs dans le monde de l'élevage, il y a un constat, c'est-à-dire que le papa retraité agricole prend le camping-car et donc le jeune qui s'installe va se retrouver quand même relativement seul sur l'exploitation. Et la robotique sera certainement une voie de solution si on veut maintenir des exploitations de taille moyenne qui ne peuvent pas forcément toujours avoir recours au salariat. Et Christian ne le dit pas, mais il a un robot qui permet de remplacer en fait un robot d'alimentation, un robot de paillage, enfin en un seul robot, être capable de tout, de répondre à toutes les exigences. Et un peu de surveillance. Et un peu de surveillance. Vous avez un robot qui ramasse des fraises. Alors nous, on a beaucoup de robots. Notre marché principal, qui est donc l'Asie et le Japon, fait qu'on a robotisé toute la filière risicole, tout le machinisme autour de la culture du riz. Nous avons des planteuses de riz autonomes, des tracteurs avec outils autonomes et des moissonneuses à riz autonomes, pour la raison que vient d'expliquer mon voisin. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a très clairement de moins en moins d'agriculteurs et surtout de moins en moins de jeunes agriculteurs. Les jeunes générations sont peu attirées. Et donc le gouvernement japonais a convenu avec Kubota de développer une automatisation de nos machines. Aujourd'hui c'est fait, ça fonctionne au Japon. Pourquoi pas demain en Europe d'ailleurs. Exactement. Et pour finir, une innovation commerciale avec un scoop, personne n'est au courant.
Jean-Luc? Alors c'est un scoop développement réseau. Alors, je voulais simplement vous annoncer aujourd'hui qu'on vient de finaliser nos accords avec le groupe Pélinck pour la distribution de la McCormick sur le département de l'Aube et de la Champagne. Ben, ça va faire du bruit dans les réseaux, tout ça. Oui. Jean-Luc Fernandez, merci beaucoup. Christian Merci, Dussault, Jean-Paul. merci d'être venu. Gérard, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Et puis surtout, merci à vous. Merci. Merci.